François Mitterrand venait d'être élu président de la République et le chômage progressait de façon inquiétante depuis 1975, passant de 2,9 à 5,9%. À la CFDT, sous l'impulsion d'Edmond Maire, secrétaire général à l'époque, deux idées ont fondé la dynamique de l'organisation pour promouvoir des solutions en réponse aux problèmes naissants à la sortie des 30 Glorieuses, l'autogestion et la réduction du temps de travail. Les 2 millions de chômeurs sont atteints fin 84 et on est à 8,4% de chômage. Et c'est à cette période que la Fédération CFDT des IEG lance sa première action en organisant une journée d'information pour ses militants dans le but d'impulser dans toutes les unités des initiatives pour l'emploi au plus près des réalités professionnelles. Sur les 10 années suivantes, le chômage va osciller entre le point le plus bas, début 91, à 7,5%, pour dépasser les 10% début 96, et nous sommes à plus de 2,5 millions de chômeurs. Parallèlement, dans les IEG, les réorganisations se multiplient, et l'emploi subit une forte érosion, principalement chez le distributeur. L'ensemble des interventions en faveur de l'emploi sont clairement des échecs. L'insistance et la capacité à nourrir des débats sur les effets de la réduction du temps de travail, comme moteur de l'emploi, mais également comme moyen de permettre aux salariés de mieux concilier l'engagement professionnel et la vie privée, ont fini par convaincre les dirigeants des IEG et le gouvernement. Ce qui a permis tout début 97, avant les lois Aubry, de conclure un accord général sur EDF-GDF, constituant notamment des emplois à 32 heures. La réduction du temps de travail était enfin une réalité. Les principales mesures de cet accord ont été annulées par la justice fin 98, qui avait été saisie par une OS non signataire. Heureusement, le gouvernement, vous chercherez, pour ceux qui ne savent pas, je pourrais donner la réponse, mais 2 à 2 après. Heureusement, le gouvernement a mis en place la loi Aubry, et tout début 99, l'accord national sur la réduction du temps de travail des FGDF est signé le 25 janvier et consacre notamment le passage aux 35 heures le 1er octobre. Et cet instant, l'ensemble des unités entament les négociations pour décliner au cœur des réalités locales des dispositifs de réduction du temps de travail intégrant les organisations spécifiques. Cela se traduit localement par des réductions collectives du temps de travail à 32 heures et des réductions individuelles du temps à 32 heures et moins. Pour la première fois depuis 15 ans, les effectifs à EDF-GDF vont cesser de régresser et il est prévu, à l'issue de l'ensemble des négociations locales, une perspective positive de l'emploi. Cette période va avoir une amélioration substantielle de l'emploi en France, du fait, il est vrai, d'une résurgence de la croissance et de la réduction du temps de travail. Le chômage va baisser pour atteindre 7,3%, moins de 2 millions, tout début 2001, et en 2008, il atteint 6,8%. L'INSEE considère que les lois Aubry ont permis jusque-là la création de 350 000 emplois. Je veux d'ailleurs à ce titre souligner qu'il y a eu la semaine dernière, l'Assemblée nationale a fait un très très grand rapport sur la situation et reconnaît dans ce dossier effectivement les effets positifs en matière d'emploi, bien évidemment, sur de l'ensemble des effets des lois Aubry. Mais les directions à l'EDF vont, à partir de 2005, inciter les salariés, particulièrement les cadres, à renoncer aux mesures de 32 heures individuelles et collectives en utilisant des méthodes d'intimidation auprès notamment des jeunes. C'est le début du torpillage de l'accord de 99 et on constate de nouveau une chute significative des effectifs chaque année. La crise de 2008 impacte très rapidement l'emploi qui va en permanence diminuer et le chômage atteint aujourd'hui 10%, soit près et même plus maintenant de 3 millions de chômeurs. Dans le même temps, si on regarde le volume de l'emploi depuis la fusion avec Suez en 2008, GDF Suez SA Maison Mère a vu ses effectifs passer de 8500 à moins de 5500 cette année, soit 35% de chute. Le gouvernement et le patronat français, y compris nos dirigeants, sont convaincus que seule la croissance peut être une dynamique à l'emploi et, à l'image de la ligne Maginot, c'est à leurs yeux le seul moyen pour vaincre. Le problème, c'est que l'on va bientôt boucler la 8e année où la croissance ne décolle pas, contrairement au chômage qui s'amplifie, avec, bien sûr, ce que cela engendre sur le plan social et humain. Précarité, isolement, abandon, exclusion. Dans notre société dite moderne, il est unanimement admis que chaque être
a droit à sa dignité et que celle-ci est conditionnée par le fait d'avoir une place dans la société, un travail. Eh bien, il faut croire que la dignité de certains ne pèse pas lourd face au bien-être des autres. Il y a même des enfoirés qui poussent à ce que ceux qui ont un boulot puissent travailler encore plus. Oui, en tant que militant CFDT, je suis frustré de cette situation qui perdure et sur laquelle on ne construit aucune solidarité au sens de la dignité. C'est pourquoi, en l'absence de réelles perspectives économiques permettant une croissance du volume de l'emploi, il faut de nouveau relancer le partage du travail. Et j'invite le corps social à agir dans ce sens. Concernant les activités professionnelles, j'ai, de par mon histoire, qui a été vaguement racontée sur les fameuses cartes perforées, un attachement très fort au CRIGEN. Je suis rentré à la DOTN, qui est devenue en 93 ADR, pour se transformer donc, après la fusion, en CRIGEN. La recherche, l'expertise, la technologie sont des leviers essentiels pour une entreprise industrielle qui revendique d'être reconnue comme une des meilleures dans son domaine, tout en garantissant qualité, sécurité, disponibilité et respect de l'environnement. Dans le secteur de l'énergie, c'est même un devoir, à la fois parce que c'est un bien nécessaire et utile pour tous, et aussi parce qu'elle a un impact lourd sur l'environnement dans l'ensemble des étapes qu'elle traverse. Pourtant, les moyens dédiés à la recherche ont baissé conséquemment ces 10 dernières années, en moyenne 5% par an. Cela signifie que les dirigeants GDF ont, durant ces 10 années, géré à la petite semaine en privilégiant les opérations financières et en minimisant notamment les coûts de R&D, dont l'éventuel retour financier est en dehors du spectre. Un pur financier se donne une visibilité maximale à 2 ans et déteste tout ce qui ne peut pas être traduit en liquidité. Alors vous imaginez un projet de recherche dont on ne sait pas très bien combien de temps il va durer, combien au final il va coûter, et même s'il va se déboucher sur des résultats monétaires. Mais attention, ce sont les mêmes qui font les fiers quand on fête. Par exemple, les 50 ans du GNL pour lequel GDF a été parmi les pionniers, c'est sûr, avec eux, on ne risque pas de fêter quelque chose dans 50 ans. Pour stopper ce gâchis, car c'est bien un gâchis d'avoir recruté des jeunes au fil des années qui arrivaient avec leur passion, l'envie de mettre leurs connaissances au profit des projets de recherche et de développer leurs compétences. Il faut un nouveau souffle. Il faut reconsidérer l'apport évident de la R&D au service du développement de l'entreprise et de l'emploi. Le contexte s'y prête tout particulièrement, le monde entier est en pleine vibration sur le plan commercial, qui est un domaine à ne pas négliger, mais surtout sur la transition énergétique, qui remet totalement en question le modèle actuel. Une lueur semble apparaître cette année, les recrutements ont significativement repris et les effectifs fin 2015 devraient être supérieurs à fin 2014. Si cela se confirme, le CRIGEN pourra de nouveau envisager autre chose que la survie et vos élus pourront dire qu'ils ont enfin été entendus. Je veux vous dire que toutes ces années ont été pour moi des moments d'émotion les plus diverses. À vous tous, je veux vous dire que c'est grâce à vous si je suis là, parce qu'un représentant des salariés n'est rien s'il n'a pas ce contact, cette relation, parfois même cette connivence avec vous. Ma force, mon énergie, ma capacité à comprendre les problèmes quotidiens au travail, les améliorations possibles, voire les transformations souhaitables, c'est encore vous en apportant l'information nécessaire. Un délégué syndical se nourrit de vos vies professionnelles qui lui permettent ensuite de construire et d'affiner ses actions et ses interventions au sein du corps social incarné par les partenaires sociaux. Certes, l'objectif est bien d'améliorer vos conditions de travail, vos situations professionnelles sur le plan collectif et ou individuel. Mais encore une fois, ce n'est possible que si vous nous apportez l'information nécessaire. C'est pourquoi je vous remercie de votre concours qui, au fil du temps, s'est très souvent transformé en sympathie et amitié réciproque. Aux représentants des autres organisations syndicales, qui sont finalement mes collègues de travail quotidien, je mesure combien il est nécessaire de se comprendre, donc de s'écouter, et surtout que chaque OS précise sa ligne politique pour rechercher des conditions de cheminer ensemble, si c'est possible, pour un dossier donné. Dans le cas contraire, on n'est quand même pas forcément obligé, même à l'aube d'élections professionnelles, de s'étriper. Bref, sans être obligé d'être d'accord sur tout, on a plutôt intérêt à tenir de bonnes relations, et pour ma part, je crois qu'on y est arrivé jusqu'à même développer de vraies amitiés. Au cadre qui incarne l'employeur,
Je veux souligner que bien que nous n'ayons pu avoir des désaccords sur des choix managériaux, et notamment sur le choix des femmes et des hommes, des schémas de réalisation, des politiques contraires à l'intérêt commun et à l'emploi, et oui, encore l'emploi, nous avons néanmoins été capables de travailler ensemble dans le respect indispensable des rôles de chacun et de déboucher tantôt sur un accord à l'occasion d'une démarche contractuelle ou encore sur des aménagements de règles. J'en veux pour preuve, à titre d'exemple, des 8 accords sur l'intéressement que j'ai, au nom des adhérents de la CFDT, signés entre 1993 et 2014 au CRIGEN. À toutes celles et ceux qui se réclament de la CFDT et qui lui ont permis d'être la première organisation au CRIGEN depuis 1976, sauf, il faut le préciser, aux élections de 2003, j'espère, pour la période où j'étais l'animateur, avoir répondu à leurs attentes et avoir été fidèle à notre ligne politique locale, qui ne colle pas toujours aux lignes fédérales et confédérales. Vous êtes le moteur qui donne à l'équipe CFDT l'énergie quotidienne. Je vous en remercie infiniment et vous demande de poursuivre votre action. Aux élus CFDT dans les IRP du CRIGEN et à la SLV du Landy, votre engagement instille les choix et positions que nous avons établis pour chaque prérogative des organismes. Vous êtes les messagers, comme je l'ai été depuis 1983, et je suis fier de constater qu'un renouvellement des générations s'opère avec une volonté de prendre toute la place que leur confère leur rôle. En premier lieu, je pense naturellement à José, qui a quand même dû me supporter plus de 10 ans, à Hervé et Jackie, qui depuis quelques années embrassent de plus en plus de fonctions, mais aussi à Amélie, à Claudine, à Elisabeth, à Paola, à Dominique, à Francis et à Stéphane, qui ont toutes et tous une place dans les IRP. Je pense également à d'autres élus avec lesquels, en tant qu'animateur de la délégation CFDT en CCE, de Gaz de France, puis de GDSE ESA, et pour l'instant en lui, j'ai partagé de nombreuses séances depuis début 2008 sur 3 législatures. Il y a eu les pionniers, Dominique, Doumé, Fred et José, et puis ensuite Sylvaine, Emmanuel, Jackie, Patrick, et dans la législature en cours, Aurore, Béatrice, Claudine, c'est pas la même, c'en est une autre, Laurence, Doumé encore, Achour, Jackie et encore José. Je vois bien dans mon rétroviseur que la CFDT détient les forces pour assurer durablement une présence sociale à la hauteur de ses propres ambitions sociales. Bon, je m'étais dit que je ferais court, c'est encore raté. Toutefois, je vous promets qu'on va bientôt pouvoir s'approcher des verres. Je remercie tous celles et ceux qui ont participé à l'organisation de ce moment, et tout particulièrement Christine. Je vous remercie, vous tous ici présents, comme celles et ceux qui m'ont envoyé des témoignages de sympathie, s'excusant de ne pouvoir être présents, pour ce somptueux cadeau que vous me faites. Alors, il paraît que c'est un spi. Je vous le promets, dès que celui-ci aura été confectionné et que ce sera possible de l'utiliser, une photo sera faite que je vous enverrai par mail. Mais maintenant, place au verre d'amitié.